c'est d'adapter l'enseignement au fonctionnement du cerveau. Comme je vous le disais en introduction, je vais mettre en évidence deux principes pédagogiques sur lesquels on devrait s'appuyer lorsqu'on planifie l'enseignement. Allons-y avec le premier de ces principes-là. D'abord, je vous explique les fondements, puis ensuite, je vous présente plus concrètement le principe en question. On sait que le cerveau est constitué de neurones, de plusieurs neurones en fait, de 80 à 100 milliards de neurones. Et chaque neurone est connecté à plusieurs autres neurones. On dit même que chaque neurone est connecté en moyenne à 10 000 autres neurones. Et lorsqu'on apprend, ce sont les connexions entre les neurones qui changent. Certaines connexions peuvent se créer, d'autres déjà existantes peuvent se renforcer ou s'affaiblir, et des connexions existantes peuvent aussi diminuer, donc, comme je le disais, la force de leur connexion, et peuvent même s'élaguer, qu'on appelle donc se déconnecter. Et cette capacité que possède le cerveau à redéfinir, modifier, ajuster ses connexions cérébrales, c'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. Je vais vous présenter une vidéo qui dure quelques secondes, qui montre ce qui se produit lorsqu'on apprend au niveau des connexions entre les neurones. Ici, on a au centre un premier neurone et complètement à droite un deuxième neurone. Et avant l'apprentissage, ces neurones-là ne sont pas connectés, mais durant l'apprentissage, il y a un ensemble de processus biochimiques qui font en sorte que les neurones se connectent, puis renforcent leurs interconnexions. Si bien qu'avant l'apprentissage comparé à après, il y a eu création et renforcement de connexions synaptiques, donc de connexions entre les neurones. Lorsqu'on apprend, c'est ce qui se produit. Littéralement, dans le cerveau, les connexions changent. Et à chaque fois qu'on apprend, c'est justement ce processus d'ajustement des connexions cérébrales qui se déroule dans le cerveau de façon très dynamique. L'un des principes qui régit ces changements au niveau des connexions neuronales est un principe qui a été énoncé d'abord par Donalev en 1949 et qui a été vérifié expérimentalement par la suite. Ce principe dit en fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, pourquoi les neurones se mettent à se connecter ensemble? C'est parce qu'en fait, si on a des neurones qui sont assez près l'un de l'autre dans le cerveau, et que ces neurones-là s'activent de façon simultanée et répétée, il va y avoir au fur et à mesure des activations simultanées et répétées, des connexions qui vont s'établir et à chacune des activations simultanées, il va y avoir un renforcement du lien entre les deux neurones. Autrement dit, le neurone A va devenir davantage susceptible d'activer le neurone B à cause du renforcement des interconnexions qui sont causées par le fait que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Donc, lorsqu'on apprend, il faut non seulement activer des réseaux de neurones, des ensembles de neurones qui vont se connecter ensemble, mais il va falloir les activer de façon répétée et simultanée. Pour illustrer ce principe-là, il y a un certain nombre de chercheurs qui comparent la plasticité cérébrale et le cerveau à une forêt. Donc, si on imagine une forêt qui est densément peuplée d'arbres, d'arbustes, de branches, d'herbes, on remarque que dans cette forêt-là, si on passe souvent par le même chemin, il y a progressivement un sentier qui se trace. Et plus on emprunte ce sentier-là, plus le sol est compacté et plus il y a donc carrément des sentiers qui se développent dans cette forêt-là. Dans le cerveau, il se produit un phénomène similaire. Lorsqu'on apprend, on active certains groupes de neurones et à force d'activation répétée, il y a progressivement des chemins ou des réseaux de neurones qui s'établissent dans le cerveau. Et plus on va activer ces réseaux de neurones-là, plus la force de leurs interconnexions va être élevée, et plus il va y avoir donc ces chemins de transmission d'informations dans le cerveau. Un deuxième aspect de cette métaphore, de cette analogie, est que lorsqu'on cesse de passer dans le sentier, dans la forêt, progressivement, la végétation reprend sa place. Et dans le cerveau, il se produit un peu la même chose. Si on n'utilise pas certains réseaux de neurones, progressivement, ces réseaux de neurones vont affaiblir leurs interconnexions et peuvent même aller jusqu'à se déconnecter. Donc, la plasticité cérébrale est régie par certains principes, par certains mécanismes de fonctionnement
L'un de ceux-là, qui est particulièrement important pour les apprentissages scolaires, est à l'effet que les neurones qui s'activent ensemble se connectent ensemble. Et c'est ce qui mène à proposer quelque chose. Proposer quelque chose qui est à l'effet qu'il est important de pratiquer la récupération en mémoire. Lorsque les élèves essaient de récupérer des connaissances en mémoire ou à mettre à profit certaines habiletés ou compétences, à chaque fois qu'ils font ça, leurs neurones dans leur cerveau, en lien avec l'objet d'apprentissage, se réactivent. Et à chaque fois qu'il y a cette réactivation, il y a consolidation des réseaux de neurones. Le deuxième principe, maintenant sur lequel on devrait s'appuyer pour mieux enseigner, concerne l'espacement des périodes d'apprentissage. Si on a 3 élèves, un premier élève qui consacre 4 heures à un certain apprentissage, un deuxième élève qui consacre 1 heure par jour pendant 4 jours, et finalement un troisième élève qui consacre 30 minutes par jour pendant 8 jours. Et qu'on se pose la question, lequel des 3 élèves aura le plus appris? Ça va être l'élève 3. Et ce, bien que chacun des 3 élèves n'ait eu que 4 heures en lien avec un apprentissage donné, 4 heures, donc une période d'apprentissage de 4 heures, donc pas plus de temps, pas moins de temps, le fait d'entrecouper les périodes d'apprentissage par de l'espacement a des effets bénéfiques sur l'apprentissage. Donc, ça mène à notre deuxième principe de l'espacement. Donc, il est important d'espacer les périodes d'apprentissage plutôt que les regrouper. Et là, concrètement, on peut imaginer toutes sortes de scénarios. Lorsqu'on planifie notre apprentissage, on pourrait répartir le temps alloué à un apprentissage. Donc, avoir 4 fois 30 minutes plutôt qu'une fois 2 heures. Donc, pas consacrer plus de temps à un apprentissage, mais bien espacer l'apprentissage. Revenir sur des contenus qui ont été déjà appris, donner des devoirs sur des contenus déjà abordés. Ça me paraît une stratégie intéressante parce que souvent on donne des devoirs sur les contenus qu'on est en train de développer, sur les apprentissages qu'on est en train de développer. On pourrait très bien donner des petits exercices dans les devoirs qui portent sur des contenus vus la semaine dernière et même le mois passé ou encore plus. Une autre chose, un peu comme le premier principe, montrer aux élèves comment étudier. C'est important qu'ils espacent leur période d'études. Parce que comme je le disais précédemment, espacer les périodes va avoir 2 effets bénéfiques. Les élèves vont apprendre plus et ils vont oublier moins vite aussi, ce qui est significativement intéressant, notamment pour les révisions de fin d'année. Faire des exercices, des examens qui sont cumulatifs, où on a certains numéros, certains exercices qui portent sur le contenu en cours, mais certains éléments qui reprennent donc du contenu abordé dans les semaines, voire les mois précédents. Et finalement, mélanger les exercices. Donc, ça revient un peu aux exercices cumulatifs, de ne pas juste présenter des nouveaux contenus, mais de mélanger anciens et nouveaux contenus. On pourrait aussi imaginer toutes sortes d'autres façons d'appliquer ce principe de l'espacement des périodes d'apprentissage. Il existe d'autres principes aussi sur lesquels on peut s'appuyer. Je vous en cite quelques-uns rapidement. Le premier, structurer l'information pour éviter la surcharge cognitive. On se rend compte que si on présente trop d'informations de façon un peu désorganisée aux élèves, rapidement, le cerveau atteint un certain état de surcharge, et ce qui peut même mener à la désactivation de certaines régions cérébrales. Un autre principe, parler aux élèves du fonctionnement de leur cerveau. Parce que lorsqu'on leur dit aux élèves que leur cerveau est capable de plasticité, qu'apprendre change leur cerveau, et lorsqu'on leur dit que leur intelligence, leur capacité à apprendre n'est pas fixée, mais peut s'améliorer par l'effort et la volonté, on remarque que non seulement les élèves sont plus motivés et réussissent plus, mais on remarque que leur activité cérébrale change. Ils mobilisent davantage des aires cérébrales aptes à corriger des erreurs plutôt que des aires cérébrales qui laissent tomber, lorsqu'il est question d'erreur. Une autre chose, plus au niveau de l'apprentissage de la lecture, on se rend compte que d'enseigner l'écriture manuscrite, c'est très important. Donc, il y a eu des études qui ont comparé le fait d'enseigner l'écriture avec un crayon versus d'enseigner seulement dans un premier temps à taper sur un clavier. Et on remarque non seulement que les élèves qui ont appris à écrire un crayon sont meilleurs dans l'identification des lettres et des mots, mais en plus qu'ils vont mobiliser de façon plus précoce les